Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Je suis heureux de vous retrouver sur La Traversée et aujourd'hui, on débriefe la session qu'on a eue ensemble avec Françoise Rochet. Françoise Rochet qui est cette virtuose, cette jongleuse virtuose et qui se définit comme une jongleuse époustouflante. Et je reviens sur ces messages principaux qu'elle nous a délivrés. Tout d'abord, j'avais envie de commencer par une citation comme j'aime bien commencer. C'est une d'Alexandra Julien qui dit « S'autoriser à croire en soi, c'est se permettre d'avancer. On ne peut exister bien sans se donner les moyens d'être. » Je le redis. « S'autoriser à croire en soi, c'est se permettre d'avancer. On ne peut exister bien sans se donner les moyens d'être. » Je l'ai retourné pas mal de fois et j'ai trouvé que, à force de la retourner dans ma tête, eh bien mes pensées devenaient plus focalisé sur l'essentiel, exister. Et puis j'aime bien celle de George Eliot. Il n'est jamais trop tard, peu importe votre âge. Car à tout moment ou à tout moment de votre vie, vous pouvez toujours avoir une chance de faire une différence. Vous pouvez toujours faire un changement pour le mieux. Quel que soit d'où vous venez, vous pouvez toujours faire de votre mieux et être tout ce que vous pouvez être parce que vous serez toujours unique. C'est pourquoi il est toujours sage d'écouter votre cœur éternel, votre instinct éternel, et ce qu'il a toujours cherché ou fait, parce que n'importe qui peut vraiment faire la différence, non seulement dans sa propre vie, mais dans celle des autres. Il n'est jamais trop tard pour briller, jamais. Il n'est jamais trop tard pour briller, jamais. Voilà, 2 citations qui vont nous porter durant cette traversée. Alors dans cet épisode, bien sûr, je vais vous parler de notre capacité à apprendre encore et encore, devrais-je dire, et d'oser se lancer comme elle nous le propose. Voilà, oser se lancer parce que, évidemment, on peut pas devenir une virtuose ou un virtuose si on ne s'entraîne pas. Et la nécessité de se discipliner ou de s'auto-discipliner, on pourrait dire ça autrement. De l'abnégation dans l'effort et de la patience, ou bien parler de ténacité. Entre autres, nous allons parler aussi de libérer sa parole, d'oser pardonner ou se pardonner, de prendre conscience de notre solitude à l'heure des choix, et puis de se valoriser pour être son propre chef-d'œuvre. Voilà, rien de moins. Et je finirai bien sûr par un conte, la partie d'échecs tirée du livre 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde. Alors, à tout de suite. Alors, je voulais vous proposer de commencer tout de suite par notre capacité d'oser apprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas apprendre ? Qu'est-ce qui fait que on pense qu'on sait ? Donc vous le savez, à partir du moment où vous dites « je sais » dans une conversation, où vous êtes dans un lieu dans lequel quelqu'un parle, et vous pensez « je sais », vous n'écoutez plus, puisque vous savez. Alors que savoir est une chose, connaître en est une autre. Et dans la majorité des cas, je me suis aperçu que pour ma part, comme pour les gens avec qui je travaille, pour ceux pour qui j'enseigne, je m'aperçois souvent que on a une capacité à être enseignable ou pas. À quel moment, en fait, ça dépend pas du prof, ça dépend pas du speaker, ça dépend pas de la situation, ça dépend de nous. De nous, de vouloir définir qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, là, maintenant, je vais écouter. Et je me suis aperçu à quel point ça pouvait changer les choses. Je me rappelle très bien d'une fois, d'une soirée où j'avais été invité, et la personne parlait d'un sujet qui était un des sujets que j'aborde en conférence. Mais honnêtement, pour moi, c'était un débutant.
Et donc, rapidement, j'avais plus envie d'écouter parce que tout ce qu'il disait, c'était des lapalissades, des choses connues pour moi. Mais je me suis rappelé que dès que je me disais ça, j'allais rien écouter. Alors pourquoi j'étais là? Il valait mieux que je parte. Comme j'ai décidé de rester, j'étais avec quelqu'un qui était content d'être là. Eh bien, j'ai décidé vraiment d'écouter. Et bien sûr, dans ces moments-là, il y a quelque chose. Il y a une phrase, une manière de dire, une anecdote, quelque chose en fait. Et quand je dis une, c'est peut-être plein de une. Donc plein d'anecdotes, plein d'opportunités, plein de phrases que vous n'auriez pas dites de la même manière, que vous n'avez pas entendues de cette manière-là, qui sont étonnantes, qui vous apprennent quelque chose, ou bien qui vous stimulent pour aller vous-même faire mieux que ce que vous faisiez d'habitude. Donc on apprend, y compris les débutants. Et c'est ce qu'on peut s'apercevoir quand on enseigne, c'est qu'on apprend des élèves, pas seulement de nos pairs ou des experts autour de nous. On apprend de tout le monde, à partir du moment où on décide d'apprendre, bien sûr. Et la deuxième partie, c'est la deuxième phase, c'est une fois que j'ai appris et que je sais, il faut que je mette en pratique ce que je sais, sinon ça ne reste que du savoir et c'est limité. Et donc, pour pouvoir oser passer au stade d'après qui est se lancer, alors dans le cadre de la jongleuse, bien sûr, c'est lancer, mais peut-être que pour nous, c'est pas tout à fait lancer, mais peut-être se lancer, et puis faire autre chose. Le mettre en pratique, oser recommencer, pour pouvoir être différent. Vous savez bien que vous êtes quelqu'un de très différent quand vous avez fait 100 fois un geste, a fortiori 1000 fois ou 10 000 fois un geste ou 100 000 fois un geste. Donc ça nous emmène tout de suite au deuxième point qui est la nécessité de se discipliner, de s'auto-discipliner. Et on n'est pas égaux pour ça. Chacun voit comment il va se discipliner. Et pour ma part, ce qui m'a aidé le plus, c'est de prendre conscience que une discipline, ce n'est pas de la rigueur, même si on peut être rigoureux. Mais la rigueur, c'est quelque chose qui a à voir avec les détails. La discipline, c'est plutôt à voir avec l'esprit de ce qu'on fait. Si je veux être bien avant une compétition, avant une représentation, avant une prise de parole en public, avant je ne sais quoi, mon travail, eh bien si c'est important ce que je vais faire, c'est très inconscient, mais je vais pas manger la même chose. Je ne vais pas dormir de la même manière. Je vais me préparer. Et plus j'ai l'habitude de faire ça, et plus je crée donc un environnement positif, une manière de fonctionner pour que je me prépare dans les derniers instants, mais aussi la veille, la semaine d'avant, les semaines d'avant, pour être dans un état différent. Et plus j'ai l'habitude de faire ça, et plus cela devient une discipline. Moi, je me rappelle très bien, moi qui suis gourmand, que j'ai aucune difficulté à me discipliner pour ce que je dois manger quand j'ai avant un match ou avant je sais pas, une représentation, parce que je sais comment je veux être sur scène, ou que je sais comment je veux être dans l'eau. Et en conséquence, je sais que ça ne marche pas si je mange n'importe quoi, ou que je mange trop tôt, au dernier moment. Enfin voilà, je ne fais pas ce genre de choses. Et ça fait, je sais plus maintenant, plus de 30 ans que c'est comme ça. Plus de 40 ans même peut-être. Donc voilà, je me suis discipliné sur des choses qui pourtant, à certains moments, me sont difficiles dans la vie. Je me suis discipliné sur les horaires de sommeil. Je me suis discipliné sur la manière dont je mange et ce que je mange, pas seulement quand je le mange. Et puis je me suis discipliné sur mes entraînements, ou la régularité de mes entraînements, ou l'intensité de mes entraînements, et ainsi de suite. Et donc, c'est difficile de s'autodiscipliner quand on débute. Quand on est débutant quelque part, on ne voit pas encore la discipline, à quoi elle correspond, que l'on fasse de la danse, de la philosophie, ou bien du jonglage. Bien sûr que tout ça, ce sont des disciplines, et qu'on va se discipliner pour réfléchir. Si je devais jouer aux échecs, je dois être dans un état particulier. Et plus je prends conscience que la discipline, c'est ce qui va m'aider. C'est comme une sorte de guidance. C'est comme si je veux aller vite et je veux aller sur l'autoroute. Eh bien, s'il n'y avait pas de barrière, s'il n'y avait pas eh bien, peut-être que je me sentirais pas en sécurité pour rouler aussi vite. Et donc, c'est à peu près ça. Donc, c'est une discipline dans laquelle je me mets. Et si je devais, je sais pas, je fais de la moto, eh bien, si je mets une combinaison, tout ça me met dans une discipline, me met dans une prédisposition mentale
pour pouvoir réussir. Et je vous invite à prendre conscience à quel moment vous ne vous autodisciplinez pas. À quel moment vous vous autodisciplinez. Et à quel moment ou à quel endroit vous auriez besoin de le faire davantage. Plus je prends ça comme étant un moyen, une opportunité pour progresser, et que ça soit avec mes enfants, dans mon couple, peu importe. Il n'y a pas d'endroit où on peut pas, où l'autodiscipline ne fonctionne pas. Par exemple, il y a des gens qui ne savent pas écouter. Mais peut-être que ce serait le seul endroit où il faudrait le faire, ça serait avec leurs conjoints et conjointes et leurs enfants, ça serait peut-être le minimum. Et s'ils le faisaient, qu'est-ce que ça changerait? Si vous le faisiez pour vous, qu'est-ce que ça changerait? Et donc, c'est de ça dont je parle. Peut-être que c'est difficile de le faire partout, bien sûr. Et ne faites pas partout. Commencez quelque part. Commencez quelque part pour ensuite le faire un peu plus. Et de ça naîtra autre chose de vous, une autre facette de vous, peu importe comment vous l'appelez. Mais le but, c'est d'apprendre à faire ça. Pour moi, c'est aussi ce qui m'a aidé dans le sport ou dans la remise en forme, quand il a fallu que je me remette en forme par moment, ou quand il a fallu que je me remette au travail sur certains sujets que j'aimais moins. Eh bien, on peut appeler ça de l'abnégation. Donc c'est avoir le sens de, peut-être pas du sacrifice, mais en tout cas de la remise constante de l'effort dans le plan, dans l'équation, se remettre à l'effort. Donc quelles sont mes aptitudes dans la remise à l'effort? Une des aptitudes, c'est la discipline. Moi, une des attitudes que j'ai aussi, c'est de m'enthousiasmer, c'est-à-dire de voir la partie positive, de mettre ma passion en œuvre, et quelle que soit la difficulté que je peux avoir cette capacité de me remettre en mode passion, et à ce moment-là, je ne compte plus mes heures et j'ai pas de difficulté à m'entraîner davantage et davantage et davantage. Donc il y a ça, il y a le fait de développer sûrement aussi une forme de patience, une forme de... Par la patience, j'entends simplement accepter que c'est pas parce que je m'entraîne que tout de suite je dois être meilleur. C'est pas parce que je suis meilleur que je vais toujours être meilleur. À chaque fois que je vais travailler, il y aura des phases plateaux. Il y aura des phases dans lesquelles même je vais régresser. Mais peut-être que ça fait partie du travail. Par exemple, on apprend en sport que si on fait des lourdes charges, que on fait beaucoup d'entraînement, momentanément, la performance, nous on se mesure en temps, en tant que nageur, la performance n'augmente pas. Par contre, ça va payer à un moment ou à un autre. Et au contraire, si je fais le même temps que d'habitude avec cette charge de travail, c'est que quand mon corps va accepter de passer le cran au-dessus, parce que à un moment donné, on va libérer en fait l'ensemble les choses vont devenir plus fluides, parce qu'elles vont devenir plus automatiques, parce qu'il y aura moins d'intention à contrôler mes gestes ou à contrôler ce que je fais, et donc je vais libérer mon potentiel, et à ce moment-là, le temps va s'améliorer. Et si c'est pas le temps, c'est la performance, quelle que soit la performance. Mais ça marche aussi évidemment dans la puissance intellectuelle, ça marche aussi dans la concentration, ça marche aussi dans tout ce que vous souhaitez progresser, que ce soit dans un milieu artistique ou dans un milieu professionnel ou à la maison. Il n'y a pas de limite à ça. Votre limite, c'est vous-même. C'est vous qui dépassez, qui décidez que c'est l'essentiel ou pas. Sky is the limit, ouais. Et comme elle le disait, je regarde vers le haut, vers ma passion, et c'est ça qui l'a rendue heureuse. C'est ça qui l'a rendue excellente. Et je pense que par moments, on oublie de regarder vers le haut. On regarde trop vers le bas, dans le sens nos problèmes, notre intérieur, ce qui va faire que je vais lâcher, ce qui va faire que je vais pas pouvoir continuer à m'entraîner, ce qui va faire que je vais être plus focalisé sur, je dirais, la douleur, la souffrance, la difficulté. Peut-être quand j'en ai marre, qu'est-ce qui fait que je continue quand même? Quand je suis fatigué, qu'est-ce qui fait que je continue quand même? Et quelle est la joie qu'on peut avoir quand on dépasse tout ça? Bien sûr que mon corps, mon cerveau va développer un certain nombre de choses, de l'endorphine par exemple, si je suis dans l'effort, et ça va m'aider. Mais il y a bien d'autres choses qui peuvent se produire pour me permettre de réussir. Donc, osez la discipline, osez vous autodiscipliner, osez l'abnégation dans l'effort et la patience pour développer ce qu'on appelle de la ténacité. Et
je voulais aussi prendre le temps de parler de à quel moment on ose s'exprimer justement, se libérer la parole. Alors, libérer sa propre parole ou libérer la parole des autres. Et je me suis perçu que dans la performance ou dans l'amélioration, l'excellence, peu importe, quand on veut réussir quelque chose comme ça, dans lequel on est un virtuose, eh bien ça peut être ne pas être trop compliqué quand on est tout seul. Mais dès qu'on est à plusieurs, il faut pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir se dire les choses. Et a fortiori si j'ai un traumatisme, a fortiori si j'ai vécu des choses difficiles avec l'autre, peu importe si l'autre est devant moi, si c'est un autre, mais peut-être que la vie m'a été difficile, les hommes, les femmes, les adultes, les je ne sais quoi, les collègues, m'ont rendu une vie difficile, et pour certains ça a été dans le sport, pour d'autres ça a été à la maison, pour d'autres ça a été à l'école, pour d'autres c'est je ne sais pas. Mais à chaque fois, je pense que l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte et puis l'adulte qui a été brimé, bridé, maltraité, ou plus encore, eh bien, reste là, reste présent. Et donc, si je ne peux pas libérer la parole ou si je ne peux pas libérer le traumatisme que j'ai en moi, ben, ça sera difficile dans les liens que j'ai avec les autres. On n'a pas besoin d'avoir vécu un traumatisme comme celui de Françoise. Mais bien sûr que si je ne peux pas me libérer, si je ne peux pas dire à l'autre, si je ne peux pas m'exprimer, et dire à l'autre, ce n'est pas le maltraiter en retour. C'est ça le danger. C'est de refaire à l'autre ce que moi j'avais vécu. Et donc, moi j'ai appris à libérer ma parole. J'ai appris à dire des choses, même si des fois elles sont très désagréables, et ça m'était difficile de dire une chose désagréable à des gens que je peux apprécier ou que je peux aimer. Bien sûr que c'est plus simple quand je les aime pas ou quand je n'ai pas de lien. Et de pardonner, de se pardonner, parce qu'en fait là-dedans, dans cet écueil, c'est que j'ai pas pris conscience que je garde la difficulté, la haine, la rancœur, peu importe, le traumatisme en moi, il est imprimé, et donc dans le travail, ça va devenir compliqué, dans le jeu, ça va devenir compliqué, partout ça va devenir plus compliqué. Et c'est une opportunité pour moi de se libérer pour pouvoir être dans la meilleure version de moi à ce moment-là, pas celle qui est en difficulté et meurtrie. Et je me suis perçu que souvent, pour moi, j'avais besoin souvent de me pardonner. Pardonner peut-être de mon point de vue, laisser faire, parce que bien sûr que l'auto-flagellation est forte, l'auto-culpabilisation est forte. Et donc, qu'est-ce qui fait que j'ai pas vu? Qu'est-ce qui fait que j'ai laissé faire? Qu'est-ce qui fait que je me suis senti trahi? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas vu l'autre faire? En fait, c'est des abnégations, des endroits où j'ai pas osé dire, des endroits où j'aurais pu clarifier les choses, des endroits où j'ai changé mais j'ai oublié de dire aux autres que j'avais changé. Enfin bref, tout ça, c'est des endroits dans lesquels on peut progresser. Et pour moi, c'est une des voies qui va avec la discipline. C'est me discipliner dans la parole et me discipliner dans le pardon. Accepter de ne pas rester dans cette difficulté. C'est tellement facile de rester dans sa propre difficulté. Ça semble difficile, mais en fait non, on s'y habitue. C'est un autre masque, une autre carapace. Mais c'est tellement libérateur que de fêler tout ça et de laisser la lumière paraître. Et par exemple, dans les difficultés qu'on peut avoir, je voulais aborder cette idée de solitude, la solitude. Si je me suis aperçu à quel point, en fait, on est seul, bien sûr que tout le monde sait qu'on est seul au monde, comme le dit cette chanson extraordinaire. Eh bien, seul, même quand on est accompagné, alors bien sûr, quand on est mal accompagné, la solitude est plus forte, mais on se raconte aussi des choses pour être seul. On se raconte des choses pour rester seul. Et je parle pas de la solitude dans laquelle on est abandonné, mais je crois aussi qu'on finit par s'abandonner soi. Et pour avoir vécu ce genre de choses ou accompagné des gens qui étaient en grande solitude, j'ai pris conscience en fait que à chaque fois qu'on a des choix à faire dans la vie, eh bien on est seul. Et donc à quel moment je peux demander de l'aide? Ça, c'est pas toujours simple. À quel moment je peux demander de l'aide? Et y compris à des gens que je n'aime pas. Et y compris à des gens que je ne respecte pas dans le sens
je les pense moins bien, je sais pas, j'ai des jugements sur eux. Mais ils ont peut-être des compétences que je n'ai pas. Ils ont peut-être des savoirs que je n'ai pas. Ils ont des aptitudes que je n'ai pas. Et on peut pas demander toujours aux gens qu'on aime. On peut, voilà, oser être vulnérable, en fait, casse la solitude. La vulnérabilité est le moyen le plus simple pour rentrer en contact avec l'autre. Quand je demande de l'aide, quand je demande un service, quand je demande juste quelque chose, eh bien ça me permet d'accepter que je ne domine pas tout, que je ne contrôle pas tout, que je ne suis pas au-dessus, que je ne suis pas au-dessus de ces gens-là particulièrement. Et pour ces gens-là, c'est l'opportunité de vous rendre un service, même si pour certains, vous pensez que c'est un moyen pour qu'ils vous dominent. Moi, je crois pas à ça. Soit vous êtes alors particulièrement pas bon vis-à-vis de reconnaître les gens qui peuvent vous faire du bien et du mal. Et donc, vous allez choisir que des gens qui vous font du mal et aller... Non, ça, bien sûr, vous évitez ces gens toxiques. Mais tous vos voisins ne sont pas toxiques. Tous les gens qui sont autour de vous ne le sont pas non plus. Donc, prenez conscience de qui peut vous aider et être vulnérable est l'opportunité souvent de casser cette solitude. Je m'aperçois dans mon activité, je coach des dirigeants, j'ai été dirigeant moi-même, et où, je sais pas, j'aide des artistes qui doivent prendre des décisions, metteurs en scène, et donc ils doivent à un moment donné faire des choix avec, que ce soit des comédiens, que ce soit des acteurs, ou faire des choix sur des choix artistiques, ou des choix, je reviens à l'entrepreneur, de garder des personnes ou de ne pas en garder, ou de limiter une activité ou d'en progresser une autre. Tout ça, c'est des choix. Et on a les mêmes à faire avec nos enfants, on a les mêmes à faire avec nos choix de vie. Et tout ça, on est seul. Bien sûr qu'on peut partager avec d'autres, mais soit c'est les autres qui prennent des décisions, c'est les autres qui nous influencent pour que je prenne une décision dans leur sens. Mais si je prends une décision qui est juste pour moi, bah souvent je suis seul avec ça. Et ça peut être simple, mais parfois ça l'est pas. Et c'est là qu'on peut demander de l'aide, un échange, de la sagesse peut naître de cela. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire sur la conscience de notre solitude à l'heure des choix. Et puis de se valoriser pour oser être son propre chef-d'œuvre. Alors de quoi je parle quand je parle de ça? Françoise nous disait qu'en fait, un des points fondamentaux, c'est qu'elle avait besoin de reconnaissance et que donc une des raisons pour lesquelles elle est devenue virtuose, c'est de vouloir toujours obtenir cette reconnaissance davantage. Et c'est ce qui lui a permis de s'entraîner. Chacun de nous doit comprendre quel est son moteur et la reconnaissance fait partie des moteurs les plus fréquents. C'est le plus grand besoin dans l'entreprise, c'est la reconnaissance. Et quand on parle de reconnaissance, bien sûr qu'on parle d'amour. Même si c'est pas le lieu pour obtenir de l'amour que l'entreprise, pour autant, c'est une forme d'amour que de demander de la reconnaissance. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler, c'est parce que si j'ose me valoriser, c'est que j'accepte d'être aimé, ou j'accepte d'être aimé pour ce que je suis, ou ce que je fais. Et je vous demande pas que les autres vous valorisent seulement, mais d'accepter de se valoriser. Pas dans le sens de l'ego et de se dire je suis le meilleur, parce que ça, vous le savez, au fond, vous vous dites ça devant, mais derrière, vous vous dites autre chose. Donc le but, c'est d'apprendre à donner de la valeur à ce que je fais, d'apprendre à estimer la valeur que j'ai. Et je vous avais, je crois, raconté l'histoire de la valeur de la bague, bah c'est ça. Osez demander à des personnes qui savent ce que vous valez, et non pas n'importe qui. Il y a des gens qui ne sont pas aptes à vous aider dans ce genre de sujet parce que soit ils critiquent tout, soit ils sont tout d'accord tout le temps avec vous. Et donc ça ne vous aide pas à vous valoriser. Donc prenez conscience de votre valeur et puis osez être un chef-d'œuvre, c'est-à-dire oser petit à petit, comme, je ne sais pas, construire un monument, une cathédrale, comme un arbre absolument extraordinaire. Voilà, osez être un chef-d'œuvre. Osez être petit à petit quelque chose qui... Vous êtes unique. Nous sommes uniques, chacun d'entre nous. Et en même temps, nous faisons partie d'une communauté beaucoup plus grande. Et chacun peut être aussi brillant ou aussi extraordinaire qu'il souhaite l'être. Donc être son propre soleil, être sa propre capacité à briller, pour attirer les autres, pour inspirer les autres, pour leur permettre de travailler, pour être tout simplement en meilleure aptitude pour le faire. Je pense que quand on se sent valorisé, on est en meilleure santé.
À l'intérieur, on doit s'émerveiller, donc on doit faire du sang vermeil, comme on dit. Et donc voilà, on est merveilleux. Alors je voulais finir par une histoire, l'histoire de la partie d'échecs, celle avec le vieux Raoul. Alors ça commence ainsi. Alexandre était un garçon doué pour les calculs. Il s'amusait à surprendre par sa rapidité avec laquelle il combinait les nombres entre eux. C'était un petit jeu qu'il aimait pratiquer à l'auberge. Un cercle se formait toujours autour de lui et, moyennant quelques pièces, il additionnait, multipliait ou soustrayait des nombres à plusieurs chiffres avec une rapidité qui laissait l'assistance sans voix. Waouh, quelle rapidité. Un soir, un riche marchand de la ville qui était de passage se laissa impressionner par le talent du jeune. Il se dit que cet Alexandre-là pourrait être une aide précieuse dans la conduite de ses affaires. Il alla trouver les parents et leur proposa d'emmener leur fils à la ville. Alexandre y recevrait de l'instruction et apprendrait les ficelles du métier de marchand. Les parents, qui étaient de modestes chevriers, pensèrent que c'était là une opportunité pour leur fils. Le destin d'un marchand était sans doute plus enviable que celui d'un serviteur de la terre. Ils acceptèrent donc, malgré la tristesse de voir leur fils s'en aller pour la ville lointaine. Le marchand fit tailler pour Alexandre un nouveau costume. Avec une patience infinie, il l'initia à l'art exigeant de faire de l'argent. Il lui montra comment faire naître l'envie en agitant des paillettes et endormir la méfiance comme on souffle sur une bougie. Il lui apprit à repérer les âmes faibles, celles dont on tire profit sans trop d'efforts. Il lui apprit à mener des négociations comme on conduit une guerre, usant jusqu'à la corde toutes les résistances. Alexandre, qui était bon élève, eut le souci de servir au mieux celui dont il recevait tant. Il fit pour lui les comptes, tous les comptes de l'affaire. Le marchand, qui gagnait un temps précieux, ne cessa de prospérer tant et si bien qu'à sa mort, il laissa Alexandre seul à la tête d'un empire. Alexandre décida alors de retourner au village de son enfance. Il y parvint à la fin d'une après-midi d'automne. Le soleil couchant dorait la poussière sous le galop précipité de son cheval. Il s'arrêta devant l'auberge, mais n'y entra pas. Il descendit fièrement la ruelle qui menait jusqu'à la chèvrerie où ses parents ne s'attendaient pas à le voir. Ils ne l'attendaient plus. Les vieux peinèrent à reconnaître leur fils dans les airs de ce monsieur qui présentait si bien. La maman d'Alexandre prit timidement entre ses mains calleuses le visage de son fils et déposa sur le front un baiser plein de tendresse. Alexandre resta chez ses parents la journée suivante, partageant avec eux la gêne silencieuse de ne rien avoir à dire. Avant de partir, il offrit une cassette remplie de pièces d'or. Les vieux, qui n'avaient jamais vu autant d'argent, ne surent quoi en faire. Ils rangèrent le trésor dans un coin de la maison et l'oublièrent pour toujours. Ils regardèrent leur fils s'éloigner, avec dans le cœur une tristesse qu'ils changèrent bientôt en l'espérance d'une nouvelle visite. Au village, on ne parlait plus que d'Alexandre. L'Alexandre par-ci, l'Alexandre par-là, et t'as vu sa belle chemise, et ses bottes comme elles brillent. Qu'est-ce qu'il est bon, l'Alexandre! Qu'est-ce qu'il sent bon, l'Alexandre! On parlait de lui avec les yeux qui brillent. L'Alexandre, c'est devenu quelqu'un. De temps passa. Le temps passa, enfin je devrais dire beaucoup de temps passa. Un jour, un homme également habillé se présenta au comptoir de l'auberge. On eut toutes les peines du monde à le reconnaître. L'Alexandre. Il présentait toujours aussi bien, mais ses traits étaient tirés et sa mine noire. Il expliqua qu'il avait vendu l'affaire, que c'était là une vie dont il ne voulait plus. Il revenait au village pour voir le vieux Raoul. On lui dit que vieux Raoul ne descendait maintenant que très rarement au village. Il fallait monter jusqu'à chez lui pour le trouver. Alors Alexandre prit le chemin qui menait sur la colline derrière le village. Il grimpa et aperçut bientôt la petite maison blanche du vieux Raoul. En face de la maison était un vieux tilleul. Je devrais dire un très beau vieux tilleul. Sous le tilleul, un banc en pierre. Vieux Raoul était assis. Il portait un béret noir, vissé jusqu'au milieu du crâne. Sa peau, épaisse et burinée, lui faisait sur le visage comme un masque. On devinait l'homme bourru, mais ses petits yeux disaient avec une belle lumière la bonté naturelle qui émanait de son cœur. Il invita Alexandre à s'asseoir. Alexandre, les épaules basses, s'abattit sur le banc en pierre. Il plongea son visage dans le creux de ses mains. « Vieux Raoul, dit-il, en moi est un soleil noir, je ne sais pas aimer ni moi ni les autres. Apprends-moi cette grâce qui éclaire ton monde.
Apprends-moi cette grâce qui éclaire le monde. » Vieux Raoul se frotta les yeux. Il marqua un silence puis répondit: « Tu dois cesser ces rapports comptables avec la vie, cesser de vouloir toujours prendre, t'accaparer, conquérir, apprendre à accueillir humblement dans le silence de ton cœur. » Il ajouta encore: « Et renonce aussi au jeu des apparences. Ce sont là des couillonnades qui ne te mèneront nulle part. » Alexandre se sentit revigoré par ces paroles pleines de sagesse. Il resta quelques jours en compagnie du vieux, puis reprit, le cœur léger, le chemin qui menait jusqu'au village. Il s'installa dans la chèvrerie où ses parents n'étaient plus. Là, il essaya d'aimer le monde et ce qui en faisait sa beauté. Il essaya avec courage et détermination, mais au bout de quelques mois, il succomba. Il succomba de nouveau sous la puissance de ce soleil qui lui dévorait l'âme. Alors, il se remit sur le chemin qui montait chez le vieux Raoul. Il trouva le vieux sous le même arbre que la dernière fois, le tilleul, assis sur le même banc de pierre. Vieux Raoul ne montra aucune surprise de le revoir. Il fit simplement un peu de place à côté de lui, et Alexandre vint y déposer le poids de son existence. Il lui conta une nouvelle fois son impuissance à aimer, ainsi que les idées maussades qui envahissaient sa tête comme du chien-dent. Vieux Raoul lui apprit à méditer, faire le vide, en calant son esprit sur le mouvement paisible de sa respiration. Il lui apprit à ne plus penser. Alexandre redescendit vers la chèvrerie avec des techniques et des modes d'emploi plein la tête. Il appliqua à la lettre ce qu'il avait appris du vieux Raoul et s'imposa une discipline, une rigueur extrême dans la pratique. Cela le récompensa. Plusieurs fois, il rencontra à l'espace d'un éclair ce vide qui était plénitude. Mais l'astre noir ne tardait pas à se lever et à irradier comme à l'aube d'un cauchemar sans fin. Un jour, il perdit patience et il se dit que ce vieux Raoul l'avait sûrement dupé en lui faisant croire qu'il était capable de le guider sur la voie du bonheur. Il gravit une troisième fois le sentier à flanc de colline. Il trouva le vieux comme s'il y attendait, à l'ombre de son tilleul. Il était en train de cirer la crosse de son fusil de chasse. Alexandre s'approcha de lui et vociféra son mal de vivre avec une rage de désespéré. Vieux Raoul ne leva même pas les yeux. Il termina sa besogne avec soin et calme, comme à son habitude. Puis, il appuya le fusil contre le tilleul et disparut dans sa maison. Il en ressortit avec un échiquier. « Nous allons jouer une partie d'échecs, dit-il, mais elle sera définitive. Le vainqueur abattra le vaincu d'un coup de fusil. » Waouh! Sans autre commentaire, il installa le jeu sur le banc en pierre et la partie commença. Alexandre joua mal. Ses pièces s'organisèrent de telle sorte qu'il n'était en mesure ni de se défendre ni d'attaquer. Vieux Raoul en profita pour le démunir d'un cavalier, d'un fou, ainsi que de plusieurs pions. Les lèvres d'Alexandre se mirent à trembler, il s'énerva. Le sort s'acharna, il perdit encore une tour. Son cœur battait la chamade, il regarda le vieux, impassible, les yeux rivés sur la partie. À coup sûr, ce vieux n'hésiterait pas à l'abattre. Du même coup de fusil qui faisait la peau au sanglier. Un frisson le glaça l'échine. Lui vinrent soudain à l'esprit toutes ces parties gagnées jusqu'à récemment, et l'idée qu'il était plutôt bon joueur. Il vit à cet instant même que c'était son épouvante, la peur de la mort qui l'empêchait de bien jouer. Il fallait à tout prix calmer l'esprit. Son esprit. Il se mit à respirer comme le lui avait enseigné vieux Raoul, et lentement, il put se remettre dans la partie. Il repositionna son jeu, se reconstitua une défense, et il reprit des forces en privant son adversaire de quelques pions. Quelques coups encore, et il prenait un cavalier puis un fou. Il réussit à dégager une diagonale qui filait tout droit vers le roi du vieux Raoul. Il suffisait d'y engouffrer la dame, et ça, c'est sûr, le vieux était fini. L'occasion se présenta, il se saisit de sa dame, et au moment où il allait la battre sur l'échiquier et crucifier le roi adverse, ses yeux croisèrent ceux de vieux Raoul. Les yeux de vieux Raoul disaient l'amour et la bonté avec une constance que rien ne semblait pouvoir ébranler. Alexandre savait que le vieux aurait très bien pu le battre au moment où il avait été si mal dans la partie, mais il ne l'avait pas fait. Comment lui, maintenant, aurait-il le cœur de tirer sur lui un coup de fusil? Il ne s'en sentait ni l'envie, ni le courage. Alors il reposa sa dame et avança à la place un pion inoffensif. Un pion. Vieux Raoul se leva et fit basculer l'échiquier dans l'herbe. Il regarda Alexandre dans les yeux et lui dit: « Il faut vaincre la peur, ensuite, et seulement ensuite peut venir l'amour. Tu as compris maintenant ?»
Sur le chemin qui le ramenait au village, Alexandre riait. Il riait. Il riait et puis aussi il pleurait, de joie car il savait maintenant comment faire pour goûter pleinement la joie d'exister. À bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.